Bon, en tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour ce premier webinaire d'une longue série, j'espère, où l'idée, c'est de pouvoir présenter les parcours de chercheurs. Donc là, c'est les premiers webinaires donc, qui sont accessibles à tous. À l'avenir, ils seront un peu plus réservés aux adhérents, mais là, l'idée, c'est vraiment d'être vraiment une volonté d'ouverture et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Voilà. Donc, l'ADR-Psy, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes qui sont intéressées par la recherche, notamment la recherche en soins, en psychiatrie. Et l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de donner l'opportunité à la fois à des chercheurs confirmés, comme on a ce soir avec Jean-Paul, mais aussi à l'avenir, éventuellement à des chercheurs qui méritent à être connus, qui ont peut-être des recherches en cours, qui souhaiteraient présenter aussi. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment à la fois de présenter leur parcours et leur recherche. Ce n'est pas forcément centré seulement sur leur étude, c'est aussi répondre à cette question qu'on a souvent, comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire de la recherche? Voilà. Donc, là, aujourd'hui, l'ADR-Psy, c'est une centaine d'adhérents avec quelques établissements aussi qui nous ont rejoints. On est très heureux ce soir d'accueillir notre président d'honneur, Jean-Paul Lanta, donc qui est infirmier-chercheur, qui a fait un travail de recherche sur l'informel, qui a mené aussi à toute une réflexion sur le travail infirmier autour de l'approche du soft care. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a cette idée de transmission, hein, où l'idée, c'est que Jean-Paul puisse transmettre aussi certaines choses qu'il m'a transmises, qu'il a transmis à d'autres. Et Jean-Paul tenait à dire aussi qu'il n'est pas le premier, que lui-même, il a bénéficié de la transmission d'autres chercheurs auparavant. Voilà. Donc, si tu veux bien, Jean-Paul, je vais te laisser te présenter déjà. Oui, je vois des tas de gens à l'écran que je connais, donc j'aimerais profiter pour saluer chacun. Bon, je pense que la plupart des gens me connaissent, hein, donc Jean-Paul Lanquetin, je suis infirmier de secteur psychiatrique et donc infirmier-chercheur avec une activité de recherche depuis une quinzaine d'années. Donc on va commencer avec, si tu veux, un peu les questions, Yvonne, parler un peu de mon parcours professionnel, parce que du coup ça va donner un peu un arrière-pays, une toile de fond un peu à ma démarche. Alors, moi, je suis infirmier depuis 1976, enfin diplômé de 78 également. Pour situer le contexte, donc on était il y a un peu plus de 45 ans. Quand j'ai commencé ma carrière à l'hôpital, ce n'était pas encore un hôpital, c'était un asile. Un asile, ça voulait dire que dans l'unité où j'avais été affecté initialement, il y avait 95 patients. 95 patients, donc je vous laisse imaginer effectivement avec un ratio d'effectifs qui est celui qu'on a à peu près aujourd'hui, donc évidemment avec des patients qui avaient un uniforme l'été, un uniforme l'hiver, on était vraiment dans une situation qui était la situation asilaire de l'époque, dans le sens un peu de Goffman, hein, c'est-à-dire des gens qui étaient là depuis très longtemps. Et l'institution asilaire, sa définition, c'était le lieu de tous les liens. Mais en même temps, cette confrontation avait une forme d'évidence de situation. Face à effectivement cette réalité d'alors, on avait deux possibilités. Soit on partait devant la tâche qui était énorme, soit on restait et on se relevait les manches effectivement pour faire évoluer cette situation. Et on était donc un certain nombre à avoir fait ce travail de désinstitutionnalisation
et qui nous a permis effectivement de passer très rapidement, c'est-à-dire sur 5 ans, d'une situation d'asile à une situation hospitalière avec des unités de 20-25 lits qui donnent une configuration beaucoup plus proche que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, à partir des années 80, avec ce mouvement, de pouvoir se déployer, grosso modo, sur le secteur qui était à l'époque en construction, et donc un secteur qui se créait avec les CATTP, les CMP, les hôpitaux de jour, et puis effectivement, donc, les missions de l'infirmier de secteur psychiatrique. Et donc, dans cette présentation, donc j'ai une présentation un peu historique de métier qui me donne un peu cette profondeur un peu sur le temps, mais qui m'a permis aussi d'avoir ce que j'appelle une culture asilaire. C'est-à-dire que quand on a connu ces grands lieux de rassemblement, ces hospitalisations qui s'étiraient sans fin et qui correspondaient à une forme de mort sociale pour un certain nombre de patients qui étaient hospitalisés au très long cours, eh bien, ça vient façonner effectivement une culture. Et cette culture, effectivement, on voit à quel moment la psychiatrie peut aller sur un certain nombre de travers. Donc, moi, mon engagement, il est parti de ces situations. Le mouvement a été porteur, a été novateur. Et, et, comment dire, pour une bonne partie de ma carrière. Yvonne. Alors, merci Jean-Paul. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les grandes lignes de ton travail de recherche? Alors, les grandes lignes, pour les comprendre, elles sont nées un peu de ce mouvement, ce qui me concerne. Donc, on a commencé à aller du côté de la recherche à la fin des années 90, au début des années 2000. On était dans un contexte qui était le contexte de la psychiatrie, avec deux éléments qui étaient devenus saillants pour nous. C'était effectivement un peu la logique soustractive, notamment en termes de formation initiale. Alors j'entends bien que la formation initiale ne fait pas tout, hein, mais ça dit quelque chose de l'attention qui est portée à la psy. Et puis de l'introduction progressive des outils de mesure d'activité qui laissaient effectivement peu de place à l'activité du quotidien. Et cette double évolution mettait un peu en tension ou n'était pas satisfaisante pour un certain nombre de collègues et pour moi-même. Et puis, par ailleurs, se posait la question, pendant ces... Je vous ai dit, j'ai commencé en 76, 78, donc dans la fin des années 90, on avait quand même accumulé 20 ans d'expérience professionnelle et on avait appris un certain nombre de choses, un certain nombre de compétences, de connaissances que nous avaient aussi traduit les anciens. Et puis dans notre propre métier, il y avait quand même un certain nombre aussi d'associations qui avaient réfléchi et qui avaient commencé à réfléchir à la fonction du travail de soins et du travail infirmier en psychiatrie en particulier. Et moi, je m'étais rendu compte assez vite que faire bouger les choses, c'était pas facile, dans le sens où je voyais 3 axes pour faire bouger les choses et puis essayer de solidifier les positions professionnelles. L'axe de la formation initiale et continue, mais on voyait bien qu'effectivement, dans la formation initiale, la psychiatrie n'avait pas toujours une grande place, et puis c'est souvent un peu des maquettes qui me font penser à Tetris, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour former effectivement les étudiants. Il y a évidemment le travail d'auteur, c'est-à-dire à penser, conceptualiser sa pratique et écrire, mais après, pour écrire, il faut aussi trouver des lecteurs et on n'est pas dans un public où il y a forcément toujours un lectorat, très important. Et puis, sur une période des années 90, il y avait aussi le travail de mobilisation, mais le travail de mobilisation n'avait pas forcément donné des résultats en termes de traduction réglementaire ou juridique. Et donc, devant les limites de ces actions, la réflexion a dit il faut qu'on aille plus loin. Et c'est comme ça qu'on s'est dirigé progressivement, je me suis dirigé progressivement vers une idée de recherche. C'est-à-dire, à un moment donné, payer le prix du détail, monter en exigence sur ce qu'on souhaite effectivement montrer, prouver de nos contributions. Pour moi, ça a été mes motivations principales d'aller vers la recherche. Et du coup, comment est-ce que tu t'es intéressé à cette voie de la recherche en soins? Comment est-ce que qu'est-ce qui a fait que tu t'y es intéressé plus particulièrement? L'idée, c'était de monter effectivement en exigence, hein, pour essayer de mieux comprendre, décrire un peu la réalité de notre travail. L'idée, c'était pour moi de travailler, il y a ce qu'on nous demande et il y a ce que cela nous demande. Et c'était plus cette question.
Et l'idée, effectivement, c'était d'essayer d'approcher une forme de réalité du travail de soi au quotidien et de l'approcher d'une manière un peu qualitative. Hein, c'est-à-dire, là, on a eu très vite des choix méthodologiques à faire, et très vite, on a vu qu'on ne pouvait pas travailler, c'était pas effectivement notre souhait de travailler par diagnostic, par contribution spécifique, et c'est pour ça qu'on a été vers une démarche qualitative, ici une démarche descriptive, compréhensive, et on s'est intéressé avec nos outils à l'activité quotidienne des soignants. À travers cette activité quotidienne, c'était derrière montrer qu'il y avait essayer d'approcher un certain nombre de soubassements de ces pratiques, parfois qui sont liés à des appuis théoriques, parfois qui sont, et même très souvent, qui sont des savoirs liés à l'expérience, qui sont des savoirs d'action, donc qui n'ont pas donné lieu forcément à réfléchissement, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne développent pas en même temps une compétence. Donc ça a été effectivement notre choix de travail, d'approcher ces réalités de travail, ces savoir-faire et ces savoir-être, ces compétences qu'on peut trouver. Et donc, on a monté un devis de recherche à l'époque, et ce devis de recherche, on l'a déposé au Conseil scientifique de la recherche de l'hôpital du Vinatier. Et il faut bien comprendre qu'à cette époque, on était en 2006, au moment où notre devis, c'était le premier qui avait été accepté dans cette condition, donc il était quand même assez solide. Il faut bien comprendre qu'en 2006, la situation de la recherche, alors même s'il y avait en tout cas, j'avais connaissance de peu d'activités de recherche en psychiatrie, on était loin de s'imaginer 2009-2010, la venue des PHRIP, des GIRC sur les grandes régions avec les appels à projets et du mouvement et du dynamisme que ça a impulsé à la recherche. Et donc, on était dans une stratégie à l'époque locale, départementale, parce qu'on était répartis sur les 3 établissements du Rhône pour monter ce devis de recherche. Et puis, on avait bien perçu qu'en travaillant effectivement cette exigence de la recherche, il y avait un besoin et que ça allait certainement avoir un certain nombre d'effets en termes de retour sur les pratiques, en termes d'intérêt pour les professionnels et nos patients. Et puis, évidemment, mon parcours m'a enseigné secondairement que ça a même été au-delà de ce qu'on pouvait imaginer avec Sophie, ma collègue Sophie Tucriel au départ. Alors merci, c'est vrai qu'avec tout ça, on se dit l'emploi du temps de l'infirmier-chercheur, à quoi est-ce que ça ressemble finalement, parce que tu as cette double casquette, ça va bien aujourd'hui, à la fois de pratique professionnelle et d'infirmier-chercheur, et c'est souvent une grande question, à quoi est-ce que ça ressemble finalement le quotidien quand on partage son temps entre une activité clinique de terrain et l'activité de recherche. Alors au départ, on a négocié effectivement un cadre de travail auprès de nos établissements. On a eu une stratégie, c'est-à-dire négocier un peu un cadre de travail pour le temps de la recherche qui correspondait à 0,20% sur 3-4 ans plus une année, puis en fait c'était plus 2 ans. Donc la totalité de cette première recherche, grosso modo, ça a été l'équivalent d'un équivalent temps plein infirmier sur 1 an, mais ici réparti sur les 5 années. On était à ce moment-là dans un paysage où j'avais l'impression effectivement infirmier ou infirmière, encore mieux chercheur, ça avait valeur d'oxymore, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de représentation un peu construite comme on l'a aujourd'hui de la contribution de la recherche en soi. Et souvent on nous demandait mais vous êtes rattaché à quel laboratoire, vous travaillez avec quel médecin. Voilà, on arrivait dans quelque chose où on n'était pas forcément attendu. Et donc, il y avait une forme d'incrédulité également, que ce soit de la part d'un certain nombre de collègues, hein, pas nos collègues de proximité qui nous connaissaient, parce qu'ils savaient. Et donc, l'idée, c'était effectivement d'être infirmier et d'avoir des missions de recherche, puisqu'elles nous sont dévolues à la fois dans un cadre réglementaire depuis une trentaine d'années. Et c'était l'idée aussi, je dis c'était, parce que c'était l'idée d'être soignant et praticien-chercheur. C'est pour ça qu'il y avait ce côté pratique, réflexif et à la fois professionnel et à la fois soignant, au quotidien, qui est un peu une particularité aujourd'hui du contexte français. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de statut pour l'activité de recherche, les soignants infirmiers notamment qui ont une activité de recherche ont une activité clinique. Mais forcément, on imagine bien qu'avoir son activité clinique et une activité de recherche, c'est quand même du en plus. Et ce que je dis souvent concernant
l'implication dans une activité de recherche, on a besoin d'une base de reconnaissance, une base de travail institutionnelle. Certains cadres peuvent être effectivement plus facilitants ou un peu favorables, mais quel que soit le cadre qu'on va avoir, il ne sera pas suffisant pour absorber la totalité de l'investissement, et je pense que ceux qui ont une activité de recherche qui nous écoutent le savent. C'est-à-dire qu'on va toujours exploser un certain nombre de cadres parce que c'est des choses qui sont prégnantes, c'est des choses qu'il faut travailler en continu, il faut donc avoir un certain nombre de qualités qu'on a dans le soin, c'est-à-dire une forme de ténacité, une forme de persévérance, une forme de détermination. Et cette détermination, ben forcément, à un moment donné, les agendas sont serrés, et donc il faut faire un certain nombre de choix. Si les agendas sont serrés, ça peut forcément avoir un peu des impacts sur les vies personnelles ou familiales, donc il va falloir effectivement à la fois maintenir un investissement, mais protéger aussi un peu sa vie personnelle. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont être de ce côté-là. Et donc, je dis que s'engager dans la recherche, au-delà d'être une mission qui peut nous être confiée, c'est avant tout en termes personnels et en termes professionnels. Pour moi, c'est une responsabilité qu'on prend, parce qu'on pense qu'on a quelque chose à faire, à dire, qu'on a le désir aussi d'y aller. C'est une responsabilité vis-à-vis de l'idée qu'on a du soin, de l'idée qu'on a de notre métier et de notre discipline. Merci Jean-Paul. C'est vrai que dans ce que tu dis, on entend bien la notion d'engagement aussi dont tu parles. Est-ce que tu penses qu'actuellement la recherche en soins est à un tournant de son évolution? Peut-être pas un tournant, dans le sens où il y aurait quelque chose un peu de décisif qui se prendrait. Ce que je constate, c'est qu'on est dans une forme d'évolution, que cette évolution, elle est, comment dire, elle est favorable parce qu'il y a de plus en plus d'infirmiers qui s'intéressent à la recherche et d'infirmières, il y a de plus en plus de travaux qui sont conduits, il y a de plus en plus de cadres, effectivement, de valorisation, d'accueil de ces initiatives et de ces travaux. Ça n'enlève pas les difficultés. Mais de fait, on est dans un mouvement qui est un mouvement ascendant et je n'imagine pas sur ces questions qu'on puisse revenir en arrière. Donc on n'est pas dans un tournant où il y aurait effectivement un carrefour décisif en termes stratégiques, mais on est dans un mouvement qui nécessite lui-même de se structurer. C'est-à-dire qu'il y a des tas de configurations de recherche, il y a des tas de travaux d'ampleur qui sont d'ampleur différentes, et l'ensemble de ces travaux ont intérêt à dialoguer et à se connaître. J'ai dans l'idée quand même en disant ça que j'essaie d'appliquer dans ma perception des collègues qui sont engagés dans la recherche la même idée que j'ai pour la discipline. C'est-à-dire que on peut pas, si on concerne notre discipline, moi je dis souvent qu'il n'y a pas d'ensemble de la psychiatrie. Il y a une forme d'épsychiatrie. Mais la psychiatrie est une discipline quand même à part entière. Ce que je veux dire par là, c'est que nos différents abords, nos différentes conceptions, à partir du moment où on apporte quelque chose dans notre contribution aux soins et donc aux patients, on a toujours intérêt à dialoguer entre nous pour que ces différentes approches restent dans une démarche intégrative. Il y a une psychiatrie, il y a des approches. Et dans la recherche aujourd'hui, c'est le même mouvement que je souhaite contribuer à impulser. Il y a différents cadres de recherche, différents travaux, mais nous avons tout intérêt effectivement à nous connaître, à voir effectivement les avantages, les freins, les leviers qu'on puisse avoir. Et ce qui avait été un peu un de mes premiers constats quand j'ai commencé à sillonner un peu le pays pour présenter nos travaux, c'était de rencontrer des collègues qui avaient effectivement ce souhait ou cette intention et qui, comment dire, bataillaient entre l'investissement, monter un dossier, monter un projet, souvent de manière assez esselée, et qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui étaient effectivement isolés et que cet isolement était une source rapide d'essoufflement. Donc l'idée, c'était qu'on puisse aussi se connaître, qu'on puisse essayer de mieux repérer les trajectoires possibles, les adossements et les parcours. Et aujourd'hui, notamment avec la DRPSI, qu'on puisse se regrouper pour être une force plus importante de propositions éventuellement. Merci Jean-Paul. Là, voilà, tu dis bien qu'on n'est pas à un carrefour, mais que les choses sont en train d'évoluer. Est-ce que pour autant, tu as la sensation d'être reconnu en tant que chercheur en soins aujourd'hui?
Moi, je dirais, de fait, oui, aujourd'hui. Parce qu'il faut entendre ce qu'on entend par comment dire, par la reconnaissance. Alors, il n'y a pas aujourd'hui, en termes de reconnaissance statutaire, bon, il n'y a pas cette reconnaissance statutaire qui serait effectivement liée à un statut d'activité avec un bénéfice salarial ou des choses qui seraient marquées dans le réel. J'ai commencé effectivement la recherche il y a une quinzaine, vingtaine d'années et j'ai fini ma carrière en fait sur des missions sur un temps plein dédié à la recherche, hein, donc c'est sur les dernières années avec comment dire missionné par l'ARS et donc avec effectivement un mi-temps financé par l'ARS. Donc je me suis éloigné au bout de 39 ans du terrain pour finir mes 6 dernières années sur des missions de recherche. Et là, il y a quelque chose qui est un enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre de travail, il n'est pas venu, on a négocié un petit cadre de travail avant en termes de volume, mais le gros du cadre de travail, il est venu après la recherche, c'est-à-dire il est venu avec la diffusion des résultats, mais plus que la diffusion des résultats, il est venu avec la réintégration des résultats de notre recherche dans les pratiques professionnelles. Autrement dit, quand on a pu montrer que cette contribution avait un intérêt, qu'elle parlait à un grand nombre de nos collègues ou aux établissements, et c'est ce retour d'investissement qui a solidifié effectivement un cadre, en tout cas le cadre de travail. Alors, en même temps, ça nous dit quelque chose. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une question de diplôme, parce qu'on n'a pas de diplôme de chercheur, de statut, à part, bien sûr, on peut avoir un statut universitaire, hein, j'entends bien, mais là, dans un statut universitaire, c'est des parcours qui sont plus des parcours évidemment individuels, qui ont tout leur intérêt aussi, mais qui sont plus durs à négocier, sans doute à la fois de rester sur une assise professionnelle et puis de développer des compétences. Mais forcément, à un moment donné, cet écart entre le terrain et puis les acquis qu'on a pu avoir en termes de connaissances liées à la recherche, aux différents travaux, aux diffusions, cette question va se poser. Ce que je veux dire, c'est que la question de la reconnaissance, en fait, elle vient avec le travail. Ce n'est pas une reconnaissance de diplôme ou de statut, c'est une reconnaissance de travail et qu'effectivement, ce qu'on a produit peut être utile à d'autres. Et cette utilité fait qu'à un moment donné, on est un peu connu, puis un peu plus connu, donc on a une forme de reconnaissance sociale, hein, par nos pairs, par d'autres collègues, puis une forme de reconnaissance symbolique. Et ce que j'appelle la reconnaissance symbolique, c'est que je peux être infirmier de secteur psychiatrique, je n'ai pas d'autre titre, hein, mais je suis régulièrement invité en commission nationale ou un peu repéré pour être un interlocuteur. Aujourd'hui, c'est LGRI-CIPSI et demain et déjà aujourd'hui avec la DRPSI. C'est ça les niveaux de reconnaissance. Alors là, je vois dans le chat qu'il y a Vincent Martin Schreiber qui dit que ça passerait par la valorisation des doctorants en sciences infirmières sur le modèle de ce qui se fait en Amérique du Nord et ailleurs en parlant de cette reconnaissance. Oui, tout à fait. Alors, c'est un débat que j'ai eu avec d'autres chercheurs, notamment francophones. Je pense à Michel Nadeau qui a eu cette formule qui était assez percutante. Il parlait effectivement qu'on n'a pas de filière académique dédiée, mais j'entends bien que depuis octobre 2019, nous avons une filière académique qui mérite effectivement de pouvoir se constituer pour accueillir et soutenir un certain nombre de doctorats. Il disait qu'à défaut de cette filière, en fait, on a carte blanche pour faire de la recherche au noir et produire de la connaissance grise. Il avait ce mot. Et de manière plus pratique, à la fois j'entendais ce qu'il disait, mais moi je disais que puisqu'on est dans cette configuration qui est la nôtre dans notre pays, mais qu'il y a des possibilités de faire de la recherche et c'est dans le cadre de nos missions, allons du côté de la recherche, formons-nous aux méthodologies, essayons de montrer qu'on peut faire des travaux rigoureux et qu'à partir de cette rigueur, on va justement pouvoir contribuer à monter effectivement notre profession, notre métier en profession, et c'est notre profession dans une discipline. Et effectivement, la contribution recherche, je l'ai plus vue comme un moyen de monter, de participer à une construction disciplinaire. Et c'est vrai que si demain, on a une relève ou une tête de pont académique forte d'un nombre un peu significatif, pas besoin d'avoir des centaines de chercheurs, mais suffisamment, ça donnera un autre aspect, une autre écoute, un autre crédit d'autorité à nos métiers. Alors je vois qu'il y a un certain nombre de collègues qui sont là sur ce webinaire que je salue et qui sont dans des parcours doctoraux, aujourd'hui notamment au Canada ou au Québec. Et en tout cas,
c'est important que ces parcours puissent se faire et qu'ensuite il y a un retour sur investissement sur le métier et la profession. La difficulté étant que souvent nos institutions ne sont pas forcément prêtes à accueillir ce type de compétences et qu'il faut qu'on puisse recevoir ces compétences en retour pour pouvoir construire nos métiers, notre discipline au bénéfice de nos patients. Donc oui, j'ai beaucoup d'espoir sur cette génération que je vois qui partage cette rigueur, mais aussi cet enthousiasme. Et quand demain, il y aura un certain nombre ou une forme significative d'infirmiers qui produiront des travaux en France, eh bien, on saura regarder autrement et on les écoutera autrement. C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a une sorte de particularité française à la recherche en soins, où c'est vrai qu'on a cette opportunité du fait qu'il n'y avait pas de filière académique dédiée jusqu'à présent, de faire de la recherche finalement, même si on n'est pas dans un parcours doctoral. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins dans les pays étrangers. Donc, pour toi, voilà, du coup, je rajoute une petite question. Dans ce contexte-là, qui est propre, on va dire, à la France, on ne peut pas totalement imiter ce qui se passe ailleurs, puisque ben, ce n'est pas les mêmes parcours. Qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver vraiment à ce qu'il y ait plus de reconnaissance de cette posture, de cette position de chercheur? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident de se dire chercheur sans être dans une filière académique de doctorant finalement. Oui, tout à fait. Mais ça dit quelque chose aussi de la recherche. Donc, on peut être dans une recherche de type non académique à un moment donné, mais par défaut aussi de structure académique. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si demain, il faut booster la recherche, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faciliter un certain nombre de parcours, il faut effectivement aider un certain nombre, donner des cadres de travail qui pourraient être plus favorables en termes de détachement. L'important, c'est d'abord diffuser une culture de recherche. Une culture de recherche qui donne envie d'aller voir, on a une problématique pratique de terrain, on a des questionnements, et c'est souvent là où, comment dire, pour moi, un des atouts de la recherche en soins, c'est de partir de questions pratiques de terrain, à partir d'observations, et de se dire comment on peut améliorer cette situation, comment on peut comprendre cet écart. Et donc, à un moment donné, on va se poser, on va essayer de travailler, comprendre l'écart pour pouvoir le réduire, voir s'il y a des stratégies qui peuvent être plus performantes. Et cette idée d'opérationnalité, donc de recherche appliquée, est certainement un des éléments moteurs aussi de la diffusion même d'une culture de recherche qui donnera envie aux autres de reprendre ou de s'y engager un peu ou un peu plus. La question de l'opérationnalité, c'est simplement voir que si on paye le prix d'une certaine rigueur méthodologique dans nos contributions, qu'ensuite ces contributions, on peut évaluer qu'elles ont un bénéfice en termes de retour sur le terrain. C'est le premier message qui va donner à un certain nombre de nos collègues envie effectivement et qui vont d'abord, ça va leur permettre de regarder différemment la recherche, de saisir l'intérêt d'une contribution recherche et pour un certain nombre de contribuer eux-mêmes à cette dimension recherche. L'autre point, c'est effectivement d'avoir un peu de comment dire, c'est difficile dans la recherche d'avoir une représentation de ce qui se fait, de ce qui existe, des différents parcours, des différents cadres de travail. Donc c'est important de pouvoir à un moment donné, l'ARPI sans doute va y contribuer, repérer un peu les différentes formations qui peuvent être proposées en fonction des besoins et des attentes, repérer un certain nombre de collègues chercheurs qui peuvent effectivement soutenir un réseau, regarder un peu les différentes passerelles qu'on peut mettre en place dans un cadre de GHT, dans les cadres des grandes régions, dans le cadre des appels à projets, qu'ils soient PHRIP ou autres. Voilà, donc tout ça, c'est effectivement des éléments qui demandent à être structurés. Mais le premier point, c'est quand même essayer de connaître ce qui existe, essayer de se connaître pour pouvoir secondairement être connu. Là-dessus, il y a Vincent Martin Schreiber qui rajoute aussi qu'il y a des freins dans la culture institutionnelle en France, et il précise ailleurs aussi, notamment sur une forme d'anti-intellectualisme,
Voilà, et aussi une vision des infirmières comme des petites mains, hein. Ça, c'est vrai que je pense qu'on a conscience aussi, et puis notamment avec tous les travaux qu'il y a eu, dont ceux de Benjamin Leneuve sur l'histoire des infirmiers, ben, aussi de notre filiation qui facilite pas, je pense, cette reconnaissance aujourd'hui. Oui, je suis bien d'accord on arrive. Alors, les situations sont évidemment très différentes suivant les endroits. Et ça va être effectivement des cultures d'établissement, mais ça va être aussi beaucoup des rencontres liées à des rencontres interpersonnelles au niveau des établissements. C'est pour ça qu'on a tout intérêt effectivement à mieux se connaître entre nous pour limiter ces phénomènes d'ésolement. C'est-à-dire que de toute manière, c'est intrinsèque au mouvement de recherche. Et regardez, j'ai une question, je regarde ce que font les voisins, les copains, les collègues d'à côté, et puis on ouvre, et puis on ouvre, et puis on compare, et puis on fait une revue de littérature. Voilà. Donc on est dans ce mouvement d'ouverture. Mais ce mouvement d'ouverture, effectivement, l'institution n'est pas vraiment prête aujourd'hui à forcément encourager. Je parle de manière générale, certains établissements le font, hein, et certains le font avec des initiatives très intéressantes. Mais globalement, recherche et développement, c'est des temporalités longues et très longues. Hein, je ne connais pas de PHRIP, ou quasiment, je ne crois pas en connaître, qui ont pu se faire dans les 3 ans qui sont prévus dans le projet initial, dans les devis. Généralement, il faut largement à peu près doubler les durées, le temps des différentes phases, le temps des inclusions, les différents temps. Et qu'on est donc dans des temporalités longues qui sont liées au développement, hein, recherche et développement. Nos hôpitaux sont dans des logiques qui sont des logiques souvent économiques et financières, un peu court-termistes, et qui vont être donc dépendantes, ces logiques aussi, des acteurs locaux et des aléas institutionnels liés à ces acteurs locaux, c'est-à-dire on peut avoir une direction des soins favorable et puis quelques mois après, une qui l'est beaucoup moins, et qu'est-ce qui va arriver de cette activité? D'où l'intérêt d'avoir des échelons intermédiaires pour loger ces activités de recherche, que ça soit en régional, que ça soit dans des programmes, que ça soit effectivement sur des gros centres rattachés aux hôpitaux qui permettent de pérenniser ces investissements et ces activités. Et alors, nos établissements ne sont pas prêts parce qu'un certain nombre de nos collègues, que ce soit du côté de l'encadrement ou certains directeurs des soins, ne sont pas prêts aussi à penser qu'une contribution recherche en soins, aujourd'hui, à sa place, est effective et peut apporter un certain nombre d'éléments et des éléments aussi de dynamisme, c'est-à-dire des éléments d'appel, des éléments d'image, mais plus sûrement, on sait aussi aujourd'hui que les acteurs de la recherche, les soignants qui sont impliqués dans la recherche, cet investissement agit comme une protection dans le décours de sa carrière. Avoir des activités d'ouverture, réfléchir à sa pratique, travailler sont des éléments également protecteurs qui permettent aussi de durer dans le métier en le revitalisant. Donc on est dans ce mouvement et que quand on est trop isolé, eh bien effectivement le rapport de force ou l'adversité peut être trop importante et décourager certains. C'est vrai que cette notion d'isolement, même d'isolement, tu as utilisé ce mot-là, je crois qu'il est fort, mais il correspond aussi au vécu de beaucoup d'infirmiers, de soignants, de professionnels qui font de la recherche en soins, en psychiatrie dans l'institution. Là, il y a un mot de Madame Angélique Porte qu'elle confirme que les institutions publiques ne sont pas du tout prêtes à valoriser ces compétences recherche en soins, que quand il y a des postes d'IDE ARC, c'est sur une grille indiciaire normale d'IDE, qu'historiquement, en plus, la recherche sur l'IDE en psychiatrie est mise en dernier par rapport aux soins généraux, qui étaient déjà avancés sur les financements, et que la recherche infirmière en psychiatrie doit se battre encore plus. Alors, moi, je n'avais pas connaissance, je n'avais pas notion que c'était venu après la recherche en soins en psychiatrie par rapport aux soins généraux. Parce que j'ai l'impression qu'elle est très active, mais j'ai probablement un biais aussi puisque je suis dedans. Je ne sais pas si tu as cette impression aussi, Jean-Paul, si tu as cette notion que finalement, c'est plus évident pour les soins généraux au niveau de la recherche. Oui, alors
il pourrait y avoir un biais de confirmation parce qu'on est soi-même chercheur et donc on se déplace beaucoup et donc on rencontre forcément des collègues qui sont impliqués ici ou là et on voit l'intérêt effectivement de... Alors merci Angélique, et je profite pour saluer Angélique, je sais la remarquable contribution qu'elle avait faite sur son établissement et tout le travail de réseau qu'elle avait elle-même facilité. Donc un certain nombre d'acteurs effectivement savent de quoi ils parlent en disant cela. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des écarts entre l'intérêt que ça peut avoir et puis les possibilités de déployer ça, où les aléas sont parfois, comment dire, il y a de véritables freins par moment. Je crois que j'ai oublié la deuxième partie de l'interrogation, oui, c'est l'importance du réseau, justement. S'il y a des faiblesses à un moment donné, alors le réseau ne va pas, comment dire, se substituer aux difficultés et aux freins, mais il va pouvoir effectivement apporter des stratégies comparatives, peut-être réfléchir à des stratégies d'adaptation pour contourner ou dépasser un certain nombre de difficultés. C'est vrai que cette question de la valorisation, on passe un peu de temps dessus, mais je pense qu'effectivement, elle est importante, puisque quand j'échange avec des professionnels sur les questions de recherche, les premières questions qui viennent, c'est qu'est-ce que tu y gagnes finalement? En quoi est-ce que tu as un bénéfice quelque part à faire de la recherche en soins? C'est vrai que pour l'instant, actuellement, il n'y a pas... on est une profession où il n'y a pas on n'a pas de valorisation à la rédaction d'articles, à la publication ou même à l'obtention de gros financements comme des PHRIP, malgré le travail et l'investissement que ça demande. C'est vrai qu'il y a une question de Lydiane Mathieu là-dessus qui demande comment finalement soutenir, comment accompagner les infirmiers et l'encadrement qui s'inscrivent dans la valorisation de la recherche, aussi à la demande d'une institution. Alors voilà, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des institutions qui cherchent à mettre en place, accompagner des professionnels dans la recherche, mais finalement, comment faire en sorte on va dire, de les amener dans ce parcours-là. Alors oui, je vois le poste de Cécile que je salue au passage et effectivement j'avais cette idée que la PHP, et c'était je pense Chantal Legrand qui avait participé à son niveau à la PHP, à ces initiatives, de valoriser les soignants qui déposaient, comment dire, qui avaient une lettre d'intention retenue et puis un deuxième niveau de valorisation pour les soignants qui décrochaient un PHRIP ou un cadre de validation de recherche. Alors, c'était une incitation financière de quelques centaines d'euros qui, évidemment, ne faisait pas comment dire, n'était pas à la hauteur, enfin, c'est pas la question d'être à la hauteur, d'ailleurs. Mais ça disait quelque chose de l'intérêt, effectivement, d'un établissement ou d'un groupe hospitalier sur ces questions et qu'on est toujours dans cet écart, hein, qu'effectivement, il y aura toujours un écart entre la contribution et la question de la reconnaissance. Donc, la question statutaire, ben effectivement, si on est infirmier et qu'on fait un certain nombre de travaux de recherche, il n'y aura pas de valorisation statutaire aujourd'hui de ces activités. Hein. Par contre, il peut y avoir des valorisations secondaires ou des bénéfices secondaires hein, qui sont liés effectivement à ce que peut apporter une activité de recherche. Et puis, ces éléments existent. Hein, il faut bien les prendre en compte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de pouvoir faire mener ces travaux, les mener à bien, de pouvoir les présenter, ouvrir, contribuer. Alors comment dire, c'est une dimension un peu, c'est pas une dimension statutaire, c'est une dimension chez la même dimension. Aujourd'hui, c'est une dimension de responsabilité. J'emploie pas le mot militant, mais quand dans le mot responsabilité, il y a, ben oui, notre cadre, il est là aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? On continue d'avancer ou on se dit on ne peut pas avancer parce qu'on attend? Ben non, on avance, et en avançant, on fait du chemin, on fait son chemin, et on contribue, et dans cette contribution, eh ben, ça permet effectivement de développer des choses, et puis demain, effectivement, consolider ces positions, et puis peut-être après-demain, leur donner, comment dire, un soubassement statutaire qui les protégera dans le temps. Je me permets de faire une digression sur ce soubassement statutaire avec un des aspects aujourd'hui
du développement de métier que représente la formation des infirmiers en pratique avancée, hein, en santé mentale et psychiatrie en particulier. J'ai toujours pensé, pour avoir travaillé un peu à la maquette de formation, mais l'avoir suivi un peu de loin, qu'il y avait un intérêt à l'IPA au-delà effectivement des missions qui lui sont conférées par les textes réglementaires et ses contributions spécifiques. C'était le fait qu'il y ait des collègues aujourd'hui qui sont, et il y en a certainement dans l'audience d'aujourd'hui, qui sont engagés dans nos métiers et dans notre discipline, et qui ont envie de durer dans le métier et la discipline, parce que c'est leur, voilà, c'est notre métier, c'est notre travail, c'est leur travail. Et l'idée avec IPA, c'est souvent, je vois un certain nombre de collègues qui ont fait la formation ou qui font la formation et qui avaient en particularité soit une activité de recherche, soit d'avoir créé un programme ou d'avoir créé un outil ou d'avoir créé effectivement des compétences sélectives d'une population sur des dispositifs donnés. Mais il y avait une plus-value, il y avait un plus. Et à un moment donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces plus-values, elles sont pas basées sur un statut, elles sont donc contextuelles et dépendantes d'un service, parfois d'un responsable chef de service ou d'un encadrement spécifique. Et donc elles sont fragilisées. Et pour pouvoir effectivement les solidifier, les sécuriser un peu, c'est comment dire, des apports de la formation IPA, à mon sens, de sécuriser un certain nombre de parcours professionnels en donnant un statut. Les collègues sont IPA, mais ils vont garder aussi les investissements qu'ils avaient antérieurement et ils vont pouvoir aussi continuer de les développer d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est un peu cette idée. Et là, on voit qu'il y a la question du statut, la question de l'investissement et grosso modo aussi la question de la gestion des deuxièmes parties de carrière. Alors, aussi pour aller dans ce sens-là, une autre question. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait être développé pour soutenir tes travaux de recherche ou les travaux de recherche en général? Alors, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, Yvonne, hein, c'est-à-dire que des établissements puissent s'engager plus fermement dans la recherche, qu'il y ait effectivement une meilleure connaissance des différentes formations existantes à la recherche en fonction des besoins des professionnels et des institutions. Chaque institution, chaque établissement peut avoir sa dynamique. On voit quelques exemples. Il y a encore trop rares, comment dire, d'établissements qui financent des thèses en sciences cliniques infirmières de collègues ou dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, ces configurations sont très très rares, mais effectivement, ça permet à un moment donné de valoriser des parcours académiques. Donc on voit qu'il y a des possibilités, que ces possibilités, même si elles sont isolées, très rares, et bien en tout cas, si c'est possible ici, demain, ça sera peut-être possible ailleurs. Et plutôt que de faire confiance à un moment donné à des acteurs universitaires d'autres disciplines, miser aussi sur les compétences soignantes pour qu'elles puissent monter elles-mêmes sur des compétences académiques. Valoriser, comment dire, développer, soutenir la recherche. Moi, j'ai souvent souhaité qu'on puisse avoir, j'avais fait des propositions en ce sens, une forme de coordination, au moins au niveau de la psychiatrie santé mentale, sur ce qui existe au niveau de la recherche, pour qu'on puisse avoir un peu un regard ou en tout cas une connaissance partagée, une visibilité sur les différents travaux des uns et des autres. L'idée de la recherche, c'est pas faire de la recherche dans son coin, sur son projet, dans son laboratoire ou avec son équipe, c'est forcément regarder ce que font les autres, comment dire, le partager, le diffuser ensuite. Et alors dans les diffusions, là aussi, il y a deux niveaux de diffusion. Il y a les diffusions à vocation scientifique qui sont là pour le crédit en termes de retour d'autorité, en termes de financement vis-à-vis des différents crédits. Et puis, il y a un deuxième niveau de communication qui, pour moi, est associé, c'est travailler à des articles, si ce n'est pas des articles de recherche, ça peut être des articles issus de travaux de recherche, mais qui vont s'adresser dans la presse professionnelle au plus grand nombre. Et c'est aussi à travers ces deux niveaux de travaux qu'on peut diffuser également une culture de recherche demain et aujourd'hui. Alors, je suis plutôt d'accord. Après, ma question, elle était aussi sur la valorisation
vraiment du travail, c'est-à-dire aussi des résultats. Et j'en profite pour lire l'observation d'Angélique Porte, qui est importante, qui nous donne cette information, que nos publications d'infirmiers de recherche, elles sont valorisées, qu'elles rapportent de l'argent à notre établissement public par les soins SIGAP, SIGREC et les financements mairie, que son établissement, quand elle gérait le service de recherche, reversait l'argent par pôle, selon l'implication des chercheurs médicaux et paramédicaux, mais que c'est une politique interne à chaque établissement public de santé et que c'est quelque chose à valoriser par les directeurs des soins. Et c'est vrai que je pense que c'est important ce qu'elle précise après, c'est que les infirmiers chercheurs, par nos projets, nos inclusions, nos publications, on génère de l'argent pour notre établissement qui reçoit une enveloppe de la DGOS grâce à ça une fois par an. Et que par contre, c'est vrai que je pense que c'est une réflexion qu'on n'a pas suffisamment de choisir l'endroit où on publie afin pour que ce soit valorisé au mieux. Mais je pense que ça, c'est des discussions à avoir en interne parce qu'effectivement, si on n'a pas de bénéfice à publier dans des revues, on va dire, à point, on va, enfin voilà, après on peut se dire qu'on fait toutes nos publications plutôt dans des revues professionnelles parce qu'on sait qu'il va y avoir plus de diffusion, qu'elles vont avoir plus d'impact. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être un aspect intéressant pour valoriser les travaux de recherche et les résultats de recherche. Je pense qu'on est dans un état des lieux un peu dans la configuration aujourd'hui de la recherche en soins. C'est-à-dire que c'est essayer d'occuper un peu ces deux places, à la fois cette place de valorisation académique dans des revues internationales, donc Point SIGAP, ce Crédit Mairie, mais là, il faut des établissements qui eux-mêmes aient une certaine masse effectivement de publications pour pouvoir prétendre à ces différents crédits. Et si on est dans cette logique, ne pas omettre on va toucher effectivement les chercheurs les plus qualifiés qui seront au courant et un lectorat qui sera plus réduit, et donc avoir un autre niveau aussi de communication pour toucher effectivement le plus grand nombre. Et je pense qu'on a une responsabilité à essayer d'essayer de faire joindre un peu ces deux niveaux de communication, le premier n'allant pour moi difficilement sans l'autre. C'est notre configuration. Et effectivement, Vincent Martin Schreiber qui soulignait aussi la difficulté qu'on a. On a peu de revues francophones et qu'effectivement, aujourd'hui, il faut passer forcément par l'anglais si on veut pouvoir publier aussi dans ces revues-là et que ça peut être un point de frein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on est beaucoup plus aidé. Alors, pour arriver vers la fin, pour toi, quels ont été les freins les plus forts auxquels tu as dû faire face dans ton parcours? Et puis, pour être positif aussi, quels ont été les leviers dans ton parcours de chercheur? Je pense qu'il faudrait faire un deuxième webinaire sur les freins. Vous arrivez dans un univers où il n'y a pas de culture de recherche. Je parle spécifiquement dans un certain nombre d'établissements monodisciplinaires. Je ne parle pas des grands sites où il y a des PUPH ou des sites sur sites universitaires. La particularité de la psychiatrie, c'est encore d'avoir une majorité de sites, d'établissements monodisciplinaires où la culture de recherche est peu développée ou pas du tout. Donc là, vous allez avoir effectivement, et dans une époque où encore, je tiens à le rappeler, en 2006 qu'on a commencé, c'était pour moi à peu près inimaginable de penser que dans moins de 5 ans après, les PHRIP allaient arriver. Et on a vu comment ils ont pu, dynamiser l'ensemble de la recherche infirmière, recherche de soignants, et avec aussi la recherche de fait en psychiatrie. Alors, de fait, les freins ont été énormes. Incrédulité des uns et des autres. Je vous passerai les alors vous avez trouvé, parce qu'on cherchait, etc. Et et toujours sentir que la recherche n'est pas une priorité et qu'on était comme une forme, j'ai souvent vécu qu'on était une forme d'anachronisme d'être un infirmier avec une volonté de recherche. Et puis, naturellement, un certain nombre d'attaques. Bon, ça fait partie de la vie des institutions, mais je le dis souvent, ce qui est important, c'est pas tant l'adversité, à un moment donné, même si c'est pas toujours facilitant,
c'est aussi les quelques appuis qu'on peut trouver. Et là, dans les appuis, des rencontres déterminantes. Hein, déterminantes. Et moi, par exemple, avec Sophie, au moment de notre travail de recherche, on a eu 3 appuis déterminants, mais qui nous ont permis de finaliser et de continuer bien après. Ces 3 appuis, ça a été un directeur des soins. Donc, la part des directeurs des soins est importante. Mais un directeur des soins qui n'était pas dans un affichage de la recherche et qui n'était pas dans une exigence de résultat. L'idée, c'est allez-y, on vous fait confiance. Et la confiance, pour moi, ça s'honore. Le deuxième point, c'est qu'on a eu une collègue, Geneviève Roberton, qui a été à l'époque, qui était présidente de l'ARCI, parce qu'on s'était tourné vers l'ARCI pour avoir une formation, des éléments méthodologiques. Et ça a été effectivement un engagement, là aussi, un appui inconditionnel en termes de direction de recherche. Et puis le troisième point ça a été des rencontres, et en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne avec Sophie, ça a été des rencontres avec la chargée de mission psychiatrie et santé mentale de l'ARS à l'époque, ARH, puis ARS Rhône-Alpes, puis Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été effectivement un élément d'appui et un élément facilitant. La réunion de ces 3 personnes a été les éléments d'appui déterminants qui nous ont permis de franchir tous les obstacles qu'on a pu rencontrer dans le décours de notre recherche, de sa présentation, de ses publications et de ses restitutions. C'est vrai que on voit bien les freins et les leviers, je pense qu'ils sont aussi ceux de beaucoup de chercheurs, bien sûr. Ben voilà, je pense que les attaques, elles font partie aussi de la vie institutionnelle. Mais effectivement, je pense que les leviers sont importants dans les rencontres aussi. On a dans le chat des personnes qui parlent des coordonnateurs aussi de recherche dans certains établissements qui peuvent être un levier. Et puis aussi, il y a Jean-Pierre Burnichon qui précisait qu'aujourd'hui, on était dans un moment, on va dire, favorable, parce que les établissements ont un réel intérêt aussi à soutenir les chercheurs dans l'idée d'attractivité, de fidélisation aussi des professionnels. Et c'est sûr que les établissements qui proposent des formations, qui financent des études supérieures, qui soutiennent la recherche et valorisent la recherche en soins, c'est forcément des établissements qui sont aussi plus attractifs. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Alors, peut-être pour finir, quels sont tes projets avec l'ADR-Psy et les rencontres en soins? L'ADR-Psy, comment dire, part des constats de mon propre parcours professionnel et de mon propre parcours de recherche, c'est-à-dire que la nécessité, à mes yeux, de pouvoir se réunir et de mettre en commun. L'idée, c'est qu'en étant à plusieurs, on est plus intelligent à plusieurs, et puis en mettant des compétences, on est plus fort et on va plus loin. Donc, c'est le besoin de structuration à minima et de pouvoir porter ces investissements recherche. Et la DRPSI, je pense, est bien partie pour cela. L'autre idée avec la DRPSI, c'était bénéficier de notre maigre expérience, en tout cas de notre parcours, pour pouvoir à la fois le transmettre, à la fois le pérenniser, mais aussi le développer et, et le solidifier. Alors, on a eu des avancées avec la recherche, il y a d'autres avancées qui continuent. La recherche structure, comme je le vois, il y a des coordinateurs de recherche ici et là dans les grands établissements. Donc, il y a des structurations locales, il y a des différentes structurations. Mais ce mouvement général de structuration, il y a aussi une part associative, et cette part associative, elle peut faire quelque chose qu'on fait quand on n'est pas sur un établissement, ou en tout cas, on est peut-être plus indépendant pour le faire, c'est essayer de devenir un interlocuteur, des pouvoirs publics ou des pouvoirs politiques, que ce soit au niveau régional ou à un niveau plus large, pour porter effectivement la voix des contributions soignantes et des contributions infirmières notamment. L'important de la recherche aussi, c'est de solidifier à un certain moment nos métiers et nos savoirs, hein, pour effectivement leur donner, j'ai toujours dit, leur donner ces savoirs, un certain nombre de savoirs sont des savoirs souvent qui sont nés de l'empirisme, qui sont nés des savoirs d'expérience.
mais ils ont tout leur intérêt, ça veut pas dire, hein. Et cet intérêt et cette compétence, eh ben, c'est important de pouvoir effectivement l'objectiver, pour pouvoir la partager, pour pouvoir augmenter ses niveaux de transférabilité et donc solidifier nos assises métiers. Le deuxième point que je vois, qui me paraît un point important, pour moi, c'est effectivement contribuer avec une culture de recherche et de développement de la recherche à une réflexion sur la dimension épistémologique du soin infirmier et du soin infirmier en psychiatrie en particulier. Quelles sont notre contributions spécifiques? On a des outils, on a des connaissances, on a des techniques, et puis on a un certain nombre effectivement de savoirs qui sont liés à l'expérience quotidienne répétée pendant des années en direction de nos populations et de leur vulnérabilité. Et que dans ces contributions spécifiques, je pense qu'on peut trouver une dimension épistémologique qui permettra d'asseoir et des éléments ou les éléments cœur de métier de nos engagements. Alors oui, et puis je pense que voilà, c'est la DRPSI, c'est aussi ce qui se passe là dans le chat, c'est des échanges de mails, des informations qui circulent, voilà, plein de choses et d'échanges aussi. Alors je vois Nicolas Gallien qui dit qu'il est dans un petit centre hospitalier sans unité de recherche clinique. Voilà, qui a un petit projet de recherche qui commence à germer avec un de leurs psychiatres. Et qui pose la question de est-ce que voilà, la DRPSI peut apporter son soutien parce qu'ils ont été échaudés par un partenariat avec un hôpital qui héberge une fameuse URSIP, fameuse unité de recherche clinique que j'appelle nos meilleurs ennemis et nos meilleurs amis aussi. Alors, je ne sais pas si je dois répondre, du coup. Mais oui, la DRPSI peut aider. Je pense que il faut connaître un peu les possibilités qu'on a quand on est dans un établissement, voir sur le GHT, voir du côté du GIRSI pour les grandes interrégions. Après, la DRPSI, ce qu'elle peut apporter, c'est venir porter, solidifier une volonté, une dynamique institutionnelle. On se rencontre ici ou là à travers le réseau, en venant en appui à des initiatives de recherche sur des établissements. Alors, il n'y a pas de petits établissements, pas plus qu'il y a de petits projets de recherche. Il y a des établissements de santé et des projets de recherche à mes yeux. Et souvent, le fait de venir en appui lors d'une journée de présentation d'une dynamique de recherche, de présentation des travaux, est un moyen de lancer une dynamique institutionnelle, de mettre en réseau les différents acteurs et de s'inscrire dans ce mouvement à la fois sur son établissement, mais aussi affirmer qu'on souhaite être dans un mouvement plus large, un mouvement de développement de nos connaissances, un mouvement d'affirmation de nos contributions respectives, et que ce qu'on fait dans notre établissement peut s'inscrire également dans un ensemble plus vaste. Je n'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question, qui était effectivement sur le devenir des rencontres de la recherche en soins en psychiatrie. Donc, nos rencontres auront lieu pour les 8e, les 28 et 29 mars 2024, dans le lieu que certains connaissent, à Écully, au Valpré. Et on va rester pour le moment, c'est la DRPSI donc, qui va prendre le relais programmatique et éditorial de nos rencontres progressivement. Mais on reste dans cette idée avec les rencontres, effectivement, d'essayer, enfin en tout cas, de dialoguer entre nous, les différents cadres de travail, les différentes difficultés, de dialoguer entre les futurs chercheurs, les apprentis chercheurs, les chercheurs en début de parcours, les chercheurs experts, mais tous ont en commun la curiosité, la volonté, l'envie et le plaisir d'échanger, de rencontrer d'autres collègues, de voir que même dans un contexte souvent morose, il y a effectivement cette émulation et ces possibilités. Les rencontres donc portent effectivement un peu ce message avec une particularité qui est liée et qui fait sa force, c'est son indépendance. C'est-à-dire c'est des soignants, infirmiers et autres métiers de la santé qui ont envie de se rencontrer et envie de mettre en commun, de créer du réseau. Et le fait que ce soit aujourd'hui co-organisé par la DRPSI va favoriser effectivement la structuration à terme de notre réseau recherche en soins en psychiatrie en France, et où tout le monde, quelle que soit la nature de son travail, ses validations, son parcours, est bienvenu.
ce qu'on a en commun, c'est cette volonté effectivement d'avancer, mais d'être exigeant et de montrer que cette exigence en retour, eh bien, c'est un atout pour nos patients, bien sûr, mais aussi un atout d'attractivité, ça a été rappelé, pour nos métiers, pour le développement et pour notre contribution, et un atout pour, comment dire, notre discipline. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais qu'il ne faut pas désespérer avec les unités de recherche clinique. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de raconter mon aventure pour arriver au PHRIP, mais effectivement, il y a des choses qui peuvent être difficiles. Mais effectivement, quand on a avancé, quand on a passé ce moment compliqué du début où il faut un peu faire ses preuves, et tu parlais de ténacité tout à l'heure, je crois qu'il s'agit vraiment de ça. Ça peut quand même être une aide sur certains points. Mais c'est aussi l'idée de la DRPSI peut-être de se donner des petits trucs par rapport à ça. Alors, je vois qu'il y a Marie-Hélène Goulet qui a mis une observation aussi. Bonjour, Marie-Hélène, de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut aussi avoir une discussion claire dès le début sur la propriété intellectuelle du projet, le fait que nous ne sommes pas les assistants de recherche des psychiatres, mais si nous pensons au protocole dès le début, il doit y avoir une reconnaissance comme co-chercheur. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement important. Et c'est en ça, parfois, que le fait d'avoir un cadre un peu précis, ça permet qu'on n'ait pas une idée de recherche qui devienne une recherche médicale. On sait que ça arrive beaucoup trop souvent. Merci Marie-Hélène pour cette observation. Est-ce qu'il y a quelques questions? On a le temps, Céline Segar me donne l'autorisation de laisser l'opportunité, de vous laisser l'opportunité de poser quelques questions si vous en avez. Que ce soit sur le parcours ou voilà. Alors, je vois Lydienne. Allez-y. Oui, bonjour et merci pour ce webinaire. J'ai connu l'association cette semaine. Jean-Paul doit connaître par Christine Caucase. Oui. Voilà, donc c'est elle qui m'en a parlé. Du coup, j'ai adhéré. En même temps, ça tombe bien parce que c'est pour ça que je posais toutes les questions. On vient de nous donner. Alors moi, j'exerce la fonction de cadre de santé et en même temps, je suis doctorante en sciences de l'éducation. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, la recherche notamment sur les deux axes, la recherche en soins, mais aussi la recherche voilà, en vue de l'obtention d'une thèse. Enfin, moi, je différencie pas les deux, peut-être parce que je suis doctorante. Alors, on a essayé vraiment de se battre, je dirais, parce qu'on avait une ancienne directrice de soins, Madame Chastagnol, Jean-Paul, il me connaît pas, mais que vous avez connu, qui est partie à la retraite. Du coup, la recherche est un peu tombée au niveau des paramédicaux dans notre établissement. Et puis là, voilà, il y a les braises qui se rallument à nouveau et on nous a demandé, en tout cas, je fais partie des pilotes, on nous a demandé de structurer la recherche paramédicale au sein de notre établissement. C'est vrai que moi, j'ai réclamé auprès de la directrice de l'établissement et quand on demande de structurer, on va dire que je suis un peu perdue. Et c'est pour ça que voilà, je posais des questions si on peut avoir une aide, un accompagnement pour pouvoir structurer la recherche. Je pense que tout à l'heure, on a parlé des instants favorables et je pense que moi, je travaille à Ville-d'Évrard et je pense qu'on est dans un instant favorable avec une nouvelle directrice générale un nouveau directeur de soins aussi qui, lui, il a connu la recherche à la PHP. Et on a un observateur actuellement qui nous a d'ailleurs donné le lien aussi pour ce webinaire, Monsieur Christos Panagiotopoulos. Je ne sais pas si Jean-Paul le connaît. Et voilà, donc moi, j'ai vraiment besoin d'aide pour qu'on puisse structurer la recherche, la valoriser au sein de l'établissement. Parce que moi, dans l'un des chapitres de ma thèse, je questionne
questionne en tout cas l'académie et je questionne la fonction publique hospitalière avec l'inscription de la France dans les accords de Bologne et cette question de licence, master, doctorat. Voilà, je questionne toutes ces choses-là. On n'a pas le temps de parler de ça. Et quand j'ai vu toutes les questions qui étaient posées pour ce webinaire, je me suis rendu compte que c'est des questions, en tout cas, que je pose ou que je tente d'aborder dans l'un des chapitres, en tout cas, de ma thèse, dans ce questionnement sur la recherche et avec ce double maillage de la recherche et d'être, en tout cas, cadre en même temps et de ne pas avoir ce temps dédié du coup à la recherche. Donc moi, si vous voulez, je me suis connectée aujourd'hui pour connaître un peu l'association, mais aussi pour avoir en tout cas un réseau qui puisse nous accompagner voilà, dans cette responsabilité qui nous est donnée au sein de notre établissement aujourd'hui. Donc on a demandé, maintenant on nous dit, allez-y, faites, vous avez un boulevard et en fait, je ne sais pas quoi faire. Ben voilà, comment dire, à la fois bravo pour votre implication et puis pour votre trajectoire. J'imagine que ça doit être un sacré investissement. Alors, le Villévrard, effectivement, hein, j'y étais à 2 reprises. On avait même fait il y a quelques années une journée dédiée recherche et il y a eu des contributions recherche locales. Donc, vous avez sur l'établissement un certain nombre de collègues qui ont une activité de recherche à ma connaissance. Oui, Palmyre, on a Palmyre voilà. Qui d'ailleurs est une grande aide. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, je pense que ça peut être, son parcours peut être certainement très intéressant. Et puis, les travaux qu'elle a fait et qu'elle est venue présenter également aux rencontres sont effectivement très intéressants sur ces questions. Donc, s'il y a développement, vous êtes quand même, vous avez peut-être des ressources. Je ne sais pas quels sont les liens avec votre URC. Après, effectivement, il faut positionner comment dire, du côté de la direction des soins, quelle marge de manœuvre vous pouvez avoir et d'initiatives autour de ces travaux. Mais c'est important, comme vous le disiez, de vous rapprocher d'autres acteurs au-delà de Villévrard pour voir effectivement les différents types de configurations. Tu as coupé ton micro, Jean-Paul. Tout ce que je viens de dire, c'est passé à l'as. Non, on n'a raté que pas deux tous les secondes. dernières secondes. Non, mais je n'ai pas fait de manip, c'est curieux. Bon, voilà. Et je disais donc merci à la collègue, en sachant qu'elle a quand même une double assignation recherche, à la fois développer la recherche en soins sur son établissement et être vous-même dans un parcours doctoral, en sciences de l'éducation, qui est quand même un sacré investissement. Mais on voit bien que les différents types de travaux ne sont pas incompatibles, hein, qui sont effectivement complémentaires, et que la rigueur qu'on peut apprendre dans un parcours universitaire va alimenter effectivement la nature des travaux de recherche qu'on va pouvoir développer sur l'établissement. Et là, la question va se reposer, c'est-à-dire que demain, vous allez soutenir votre thèse et vous serez docteur en sciences de l'éducation. Ce n'est pas pour autant que vous allez avoir un statut sur votre établissement qui sera à la hauteur de l'investissement. Mais vous le savez bien, tout ça. Et j'imagine que si vous le faites, c'est d'abord pas pour ça, c'est pour effectivement un certain nombre d'objectifs qui sont en lien avec le métier, puis avec votre propre trajectoire. Mais en tout cas, demain, ça peut servir. Et ce qu'on voit, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans mon parcours professionnel, jusqu'à ces dernières années, c'est un certain nombre de collègues qui avaient cette exigence d'aller plus loin dans la réflexion de leur métier, qui ont pu faire des parcours académiques dans ce que j'appelle des disciplines d'hébergement, des disciplines connexes, faute de disciplines en sciences infirmières, qui en philosophie, en éthique, en sociologie, beaucoup en sciences de l'éducation, et qui à un moment donné reviennent avec ce bagage additionnel, et qu'effectivement ce bagage additionnel, il ne trouve pas à être valorisé ponctuellement, il peut être utilisé, il peut être contextuellement de manière limitée mis à profit, mais généralement sur un établissement, il ne va pas trouver à s'affirmer et à pouvoir se déployer à la hauteur des compétences qui ont été acquises. Et que quand cet écart est trop grand, eh bien souvent, c'est des collègues qui partent ou qui quittent le métier de la santé, le métier du soin. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'ils reviennent effectivement avec le bagage qu'ils ont pris dans la discipline d'hébergement qui les a hébergés à ce moment-là.
Donc, il y a effectivement un travail sans doute à faire pour qu'on puisse garder ces compétences effectivement additionnelles ou trouver des cadres de valorisation qui permettent de limiter cette tension et cet écart, et du coup qu'il puisse y avoir une réattribution. Parce que si on va travailler en sciences de l'éducation et qu'on est soignant, c'est qu'on va travailler une question en lien avec la santé et les soins. Voilà. Et quelle que soit la discipline, et que donc cette dimension, qu'elle puisse revenir au milieu d'où elle est partie, c'est quand même important. Ceci dit, c'est un constat, et il n'y a que des situations singulières, des situations plus ou moins évolutives suivant les établissements, mais en tout cas, c'est bien de regarder ce qui existe, de voir ce qu'ont fait différents collègues dans ces positions pour essayer de dessiner sa propre trajectoire et ses propres possibilités, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse toute faite à ces constats. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi, Jean-Paul. Je crois que c'est ce qu'on a vu un peu dans les échanges, dans le chat. L'idée, peut-être ce que va permettre la DRPSI, ça va aussi être de faire des liens, de créer des contacts qui vont permettre de savoir ce qui se fait ailleurs. Parce que c'est vrai que souvent, dans ces missions-là, on se sent seul. Mais alors qu'il y a probablement d'autres personnes qui sont dans ce type de mission, d'échanger aussi peut-être avec des chercheurs pour savoir, eux, ce qui les aurait aidés, ce qui pourrait les aider à se motiver, ce qui manque aussi à emmener parfois des équipes. Parce que c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on peut avoir un chercheur un peu isolé, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de créer un groupe, de créer vraiment une force vive qui va aller dans cette réflexion autour de la recherche. Mais je pense que par les échanges, en regardant un peu ce qui se passe ailleurs et aussi ce qui se passe à l'étranger, peut-être voir avec nos collègues, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Belgique, mais aussi nos collègues du Québec qui peuvent aussi nous dire qu'est-ce qui est fait sur place pour organiser la recherche au niveau d'un établissement, au niveau d'une institution. Ça pourrait être le thème d'ailleurs, peut-être d'un webinaire ou d'une intervention. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vois que c'est Ontario, pas au Québec, pardon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Jean-Paul, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci. D'abord dire que ce webinaire, et on s'excuse pour les difficultés techniques, voilà, vous avez bien compris qu'on est dans le lancement et qu'on n'est pas encore dans une maîtrise, en tout cas une maîtrise très perfectible des outils. Mais en tout cas, l'idée, c'est de favoriser effectivement ces échanges avec les webinaires et puis d'alterner un peu, de faire connaître un certain nombre de parcours de professionnels d'entre nous, des collègues qui ont qui sont engagés dans la recherche et qui gagnent à être connus. Et donc, ça va être des rendez-vous réguliers qu'on va proposer. Je ne sais pas encore la fréquence, mais en tout cas de manière régulière. Et puis, on verra petit à petit ce qui se passe. Quand je regarde un peu pour le mot de la fin, je dirais que quand on avait commencé avec Sophie, on percevait de manière un peu empirique qu'on touchait quelque chose d'important avec cette dimension de la recherche et en particulier avec notre objet de recherche. Mais en retour, je dirais que les résultats ont un peu dépassé nos espérances, j'ai envie de dire, mais on ne savait pas. Alors de toute manière, on était dans un parcours qui était entièrement à défricher. C'est un parcours parmi d'autres, il y en a eu des parcours, je pense, avant nous, il y en a d'autres, effectivement, qui ont apporté des contributions importantes au métier. Et l'idée de la recherche, c'est que ces contributions métiers puissent être plus solides, c'est-à-dire qu'elles puissent dépasser à un moment donné leurs auteurs. Et ce qu'on voit moins avec les contributions métiers cliniques, et la recherche permet effectivement, avec des données qui sont plus solides, de dépasser plus longuement les auteurs. Après, sur le mot de la fin, j'ai toujours senti du côté de la recherche qu'il y avait une affinité un peu sélective entre notre métier de base, pour moi infirmier psy, et puis finalement la recherche. Les qualités d'abord qui sont attendues, on le voit bien, pour pouvoir tenir la recherche, il faut être déterminé, il faut être constant, il faut être tenace. Et franchement, qu'avec un certain nombre de nos patients,
et avec des durées de la clinique au long cours, je trouve qu'on est à peu près dans une forme d'analogie par rapport à cette difficulté qu'on peut rencontrer. Donc, la question de la temporalité, la question de l'engagement, la question de la persévérance. Après, il y a un deuxième point qui est un point analogique qui pour moi a été facilitateur, c'est que finalement, en étant en recherche ici qualitative, il y avait une forme de familiarité naturelle entre, sur au moins sur plusieurs points. Le premier point, c'est le maniement des outils d'investigation, entretien, observation notamment. Ben, finalement, c'est ce qu'on fait depuis les premiers jours où on a travaillé. On s'entretient, on mène des entretiens, on observe et on observe. Et puis, un autre point qui a été, c'est effectivement en recherche, essayer toujours de se décentrer de son objet, donc faire un pas de côté pour voir la situation d'interpellation autrement. Et là aussi, il y a une analogie forte avec le soin. Quand on est quand on est soignant, on est en relation, on prête son appareil psychique effectivement au patient pour essayer de mieux comprendre, de mieux accompagner. Et puis une fois ou après la séquence ou à distance, on va reprendre ça, on va faire un pas de côté pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se joue dans la relation. Et là aussi, je vois une analogie. Et ces analogies, pour moi, font que la dimension soignante et la dimension recherche sont des dimensions qui ne sont pas séparées, mais des dimensions qui entretiennent entre elles beaucoup de proximité. Et c'est important parce que ça dit quelque chose aussi qu'à la fois être infirmier ou cadre ou différents métiers de la santé et chercheur est une activité complémentaire et que même si à un moment donné, le fait de monter peut nous éloigner du terrain, à un moment donné, c'est aussi logique, mais on a besoin de ces contributions. Et alors au début, je pensais que s'éloigner du terrain, on allait peut-être trop s'éloigner du terrain, mais pour avoir travaillé très longtemps au contact direct, ben, on travaille un peu différemment, de manière un peu plus secondarisée, mais on va gagner en agilité conceptuelle, on va gagner, et les contributions, elles vont rester, elles sont aussi importantes, même si on peut à un moment donné se retrouver éloigné du terrain. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a une proximité de travail conceptuel et intellectuel entre le métier de soignant en psychiatrie pour moi, et puis la position effectivement d'être dans un parcours de recherche. In fine, il y a aussi cette exigence qui a été pour moi mon principal moteur, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction effectivement du sort qui a été fait à notre discipline et à nos métiers, qui à mon sens mérite effectivement mieux, mais aussi l'insatisfaction qu'on peut avoir dans nos soins, quand des fois on ne comprend pas, qu'on n'y arrive pas, que ça nous échappe ou qu'on se sent un peu impuissant. Et le moteur de l'action, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé. Et donc c'est d'augmenter, de réessayer à nouveau et donc d'augmenter les connaissances qu'on peut avoir pour essayer de mieux accompagner, de mieux comprendre et au final d'essayer de mieux soigner. Merci Jean-Paul pour ces quelques mots de fin. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci de votre présence malgré nos soucis techniques. Mais c'est ça aussi la recherche, on expérimente, on apprend et on fera probablement mieux la prochaine fois. Bonne soirée à tous. On fera certainement mieux, oui. Eh bien, merci à vous tous et puis au plaisir de vous rencontrer. Et puis certainement physiquement aux 8e rencontres, les uns et les autres, qu'on puisse effectivement se rencontrer en présentiel, comme on dit. Un grand merci. Au revoir, bonne soirée à tous. Eh bien, je vous laisse aussi alors. Au revoir, Merci Yvonne. Jean-Paul. Merci Yvonne. Merci de ta participation, Yvonne. Merci Céline, surtout. De rien. Je ne t'ai pas cité, mais surtout merci Céline, tu nous as sauvés. Encore une fois, comme toujours. Pas de souci. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.
Bonsoir, monsieur.